Bonjour tout le monde, bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Alexis Cossette-Trudel, qui, comme vous le savez, a une maîtrise en sciences politiques, un doctorat en sciences religieuses. Il est aussi l'auteur de Radio-Québec, Radio-Québec qui est une chaîne YouTube très populaire. Et avec nous aujourd'hui, bien, on va discuter de la réaction des gouvernements suite à cette pandémie-là, réaction qui a débuté, comme on le sait tous, au début du mois de février. Alexis, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, M. Bernier. Bonjour tout le monde. Alexis, premièrement, j'aimerais avoir un peu ton point de vue par rapport à la gestion de la crise par les différents paliers de gouvernement, parce que suite à ça, je pense que tu as eu une réaction très forte pour préserver nos libertés, défendre nos libertés. Mais qu'est-ce qui a enclenché tout ça chez toi, ce débat-là et cette prise de conscience par rapport à la gestion de la crise de la pandémie? Bien, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte rapidement que les mesures qui étaient mises de l'avant n'avaient aucun lien avec la dangerosité du virus. L'OMS a commencé par nous faire peur en disant que le virus était très mortel à 3,5 % de taux de mortalité. C'était les premiers chiffres de l'OMS. Or, ce qu'on a vu par la suite, ce que toutes les études ont démontré par la suite, c'est que le virus était essentiellement aussi dangereux qu'une grippe. C'est une grippe sans plus. Les chiffres du Center for Disease Control aux États-Unis, la santé publique américaine, montrent que ce n'est qu'une grippe. L'Institut Pasteur aussi montre que ce n'est qu'une grippe. Il y a aussi une trentaine d'études scientifiques sérologiques là, partout dans des centres hospitaliers dans le monde qui montre que c'est juste une grippe. Or, je me suis rendu compte que les mesures de la santé publique n'avaient aucun lien avec la dangerosité réelle du virus. Alors là, on brime nos droits, on nous impose les masques alors que l'épidémie est terminée depuis 3 mois. Il n'y a aucune raison de porter des masques et d'imposer des mesures comme celles qu'on voit, par exemple, à l'école, alors que le virus ne touche pas les enfants. Les enfants sont 10 fois moins susceptibles de mourir du COVID que de mourir de la grippe. À chaque année, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que les enfants meurent de la grippe. Et il y a plusieurs enfants qui meurent de la grippe. Or, le COVID est 10 fois moins dangereux, 7 à 10 fois moins dangereux pour les enfants que la COVID. Et donc, quand on regarde les chiffres, quand on gratte un peu, on se rend compte que toutes les mesures qui sont mises de l'avant, surtout au Québec là, par la santé publique, n'ont rien à voir avec les chiffres réels du virus. Il y a un décalage complet entre les mesures et la dangerosité de ce virus. Et on se rend compte aussi qu'ils se sont fourvoyés sur à peu près toutes les mesures. Comme en CHSLD, ils ont créé une panique, ce qui a fait en sorte que les gens, les employés ont quitté les CHSLD. Ils ont laissé les aînés à eux-mêmes, sans leurs médicaments, sans nourriture. Les aînés meurent par manque de soins. Ils ne sont pas morts du COVID. Alors, puis on s'est rendu compte rapidement qu'ils ont utilisé une méthode de calcul extrêmement controversée qui s'appelle le lien épidémiologique, qui va qu'on n'utilise pas avec la grippe. Si on utilisait cette méthode-là avec la grippe, on aurait pratiquement les mêmes chiffres que le COVID. Donc, le lien épidémiologique, ce que c'est, ils l'ont expliqué, là, c'est un principe de précaution. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui meurt du COVID, par exemple, dans un CHSLD ou qui contracte le COVID, toutes les personnes dans le CHSLD, par principe de précaution, là, vont être considérées COVID. Et donc, tous les morts dans les CHSLD vont être comptabilisés COVID, même si les gens sont morts de cancer, d'AVC, etc. Et j'ai montré sur ma chaîne plusieurs vidéos de représentants de la santé publique un peu partout dans le monde qui disent, même si vous mourrez de cancer, vous êtes en phase terminale, mais que c'est marqué, vous avez testé positif au COVID, vous allez rentrer dans les statistiques du COVID. Donc, quand on gratte un peu les chiffres, on se rend compte que les statistiques du COVID sont totalement, disproportionnées, sont gonflées artificiellement par la mesure cette méthode de statistique de calcul-là. Je vais juste terminer là-dessus. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne et la France. L'Allemagne, par exemple, j'ai fait une vidéo au mois de mai. La France et l'Allemagne avaient 150 000 cas répertoriés de COVID. À ce moment-là. La France utilisait la méthode qu'on utilise au Québec, le lien épidémiologique qui rentrait tout le monde dans la catégorie COVID. Et elle avait 5 fois plus de morts que l'Allemagne. Vous comprenez que c'est une méthode de calcul qui gonfle les chiffres artificiellement. Et si on utilisait cette méthode-là pour calculer les morts de la grippe, on serait en épidémie épouvantable de grippe à chaque année avec potentiellement des dizaines de milliers de morts.
C'est une méthode frauduleuse de calcul et on fait peur à la population avec ça afin d'imposer des mesures sanitaires draconiennes comme le masque, les mesures qu'on impose aux enfants à l'école et la destruction de l'activité économique au pays. On est en train de détruire la classe moyenne, détruire l'entrepreneuriat sur la base de statistiques gonflées, je pourrais dire, le mot est fort, mais d'une fausse pandémie. Je dis fausse pandémie parce que le virus est réel, hein, mais il ne fait pas autant de morts que ce que le gouvernement essaie de nous montrer. Et là, je crois, Alexis, que l'Agence de santé publique américaine te donne raison cette semaine parce que si ma mémoire est bonne, ils ont sorti des statistiques et ils ont dit que les gens qui sont décédés directement de la cause du COVID-19 étaient à peu près, si ma mémoire est bonne, 9 % seulement. Donc, le reste des décès, c'est-à-dire le 91 % des décès, c'est des gens qui avaient des conditions prédéterminées qui faisait en sorte que le COVID était peut-être une des causes du décès, mais pas la cause principale. La cause principale, selon l'Agence de santé américaine, si ma mémoire est bonne, c'est 9 % des gens seulement qui sont décédés principalement à cause du COVID. Mais si on veut être plus généreux, puis on ajoute les gens qui avaient des conditions prédéterminées, on peut monter les statistiques un peu plus élevées. Mais en gros, ce qu'on voit quand on regarde ces statistiques-là, tu me corrigeras si j'ai tort, c'est que le nombre de décès est à peu près pareil par rapport à la grippe aux États-Unis qui a eu lieu l'an dernier. Exactement. Donc, c'est 6 % le chiffre. C'est 6, OK. Sur le site du CDC, c'est 6 %. J'en ai parlé il y a à peu près 2-3 semaines dans mes webjournaux. Je montre les citations, et c'est 6 %. Donc, ce que ça donne sur 150 000 morts, selon les chiffres officiels, là, sur 150 000, il y en a seulement 9 000 qui sont réellement morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité, c'est-à-dire que le COVID, comme la grippe, est un facteur aggravant. Par exemple, si on a des problèmes, des problèmes cardiaques, ben le fait d'avoir une grippe en plus, ça aide pas. Donc, c'est un facteur aggravant. Alors, le COVID, dans le reste des 94 autres %, c'est un facteur aggravant. Donc, il y a des AVC, il y a des cancers, comme je vous l'ai dit, là, qui sont répertoriés dans les morts du COVID. C'est une fraude statistique monumentale. Donc, 6 % seulement des morts aux États-Unis qui sont effectivement morts du COVID. J'avais montré il y a 3 mois exactement les mêmes chiffres en Italie, alors qu'on nous sortait les 1000 morts par jour en Italie. Là, c'était l'hécatombe. Ben, le principal responsable de la santé publique italien a affirmé que c'était seulement 12 % qui étaient effectivement morts du COVID. Et comme le 6 % du CDC, là, donc 12 % qui étaient morts du COVID, le reste, c'était de la comorbidité. Et donc, si on applique ces chiffres-là, comme par exemple au Québec, c'est comme entre 6 et 12 % de gens qui sont réellement morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité. Ça nous amène à quelque chose comme 400-500 morts du COVID, pas presque 6 000, vous comprenez? Et il y a Arruda, de toute façon, le docteur Arruda nous a dit en conférence de presse que au Québec, il y avait 1000 morts par mois. Quoi qu'on fasse, là, 1200 morts par mois dans les CHSLD, de toute façon, de toutes sortes de causes. La différence entre cette année et les années précédentes, c'est que, comme on vient de discuter, ces 1000 morts-là, cancer, AVC, ont tous été catégorisés ou presque tous été catégorisés COVID. C'est une fraude, c'est une arnaque épouvantable avec laquelle on nous retire des droits. Vous comprenez? Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on applique les mesures sanitaires à l'ensemble de la société au lieu de protéger, de cibler ceux qui sont à risque. Pourquoi on prend pas des mesures spéciales en CHSLD et qu'on laisse la population vaquer à leurs activités économiques habituelles alors que le virus n'est pas plus dangereux que la grippe pour l'ensemble de la population, pour la majorité d'entre nous? C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dès le début du confinement, que c'était complètement aberrant et puis ça tuait l'économie pour rien. Puis je pense que les gens s'en sont aperçus. Il y a des gens qui ont eu des dépressions, des gens qui sont décédés, des personnes âgées qu'on empêchait de voir leurs proches mourir à l'hôpital. On les empêchait d'aller les voir. C'est des situations désastreuses pour les familles. Et ce confinement-là, je pense que nous avons été, nous, au Parti populaire, un des seuls partis à être contre ce confinement-là. Et là, maintenant, on exagère avec les masques
passe obligatoire partout ou même dans des régions au Québec où il n'y a pas de cas. Mais Alexis, j'aimerais savoir de ton côté, qu'est-ce que tu penses des médecins spécialistes qui ont fait en sorte de ignorer leur point de vue dans les médias traditionnels québécois et même canadiens? Je pense au docteur Lacroix, je pense à d'autres spécialistes statisticiens qui ont critiqué dès le début de la crise la façon dont le gouvernement compilait ses statistiques, comme tu viens de le dire. On fait en sorte que ces gens-là n'ont pas de plateforme, on les entend pas, et lorsqu'ils ont un propos controversé, bien, c'est à l'ère de la pensée unique, on les empêche de s'exprimer et on les ridiculise. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as eu des contacts avec des spécialistes, des docteurs ou des statisticiens qui, eux, essaient d'emmener un autre point de vue, mais on n'ose pas leur donner la parole? Bien, il y a une première chose qu'on remarque, c'est-à-dire que les plateformes d'information numérique, Facebook, YouTube, Twitter, vont immédiatement censurer des praticiens, des médecins qui s'expriment en donnant leur opinion d'experts, là, dès qu'ils vont à l'encontre des directives de l'OMS. Alors, les plateformes digitales vont appliquer les directives de l'OMS. L'OMS, qui a eu tort sur toute la ligne depuis le début de la pandémie, ils se sont fourvoyés sur tous les dossiers, y compris les masques, y compris la fermeture des frontières, etc. Mais c'est ça, les plateformes numériques appliquent les principes de l'OMS et censurent les médecins qui ont une opinion contraire, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui traitent des patients, qui disent tel traitement fonctionne. L'épidémie n'est pas si grave que ça, on les censure. Donc, il y a un premier niveau de censure au niveau des plateformes digitales qui empêche les gens d'accéder à l'information. Les médias, surtout ici au Canada, ne donnent pas le micro à des médecins en tout cas très rarement à des médecins qui se prononcent différemment des directives, par exemple, du Collège des médecins. Et pour la plupart des médecins, moi, ce que j'ai entendu, c'est que beaucoup de médecins ont simplement peur de perdre leur licence s'ils allaient à l'encontre des directives du Collège des médecins. Alors, tout le monde a peur. Vous comprenez que c'est particulier que ces ordres professionnels qui sont censés être là pour défendre la population vont empêcher le dialogue, les points de vue contraires et ne sont en fait que les bras armés du gouvernement dans un secteur d'activité particulier. Et pour toi, Alexis, est-ce que tu penses que tu as un risque que ta chaîne YouTube puisse être censurée? Est-ce que tu as vécu de la censure depuis le début? Oui, on a 6 de nos vidéos qui ont été censurées par YouTube alors qu'il n'y avait rien de controversé. Il n'y a pas eu d'incitation à quoi que ce soit dans aucune des vidéos. On fait juste donner des faits. Il y a 6 de nos vidéos qui ont été retirées sans explication par YouTube. Alors, mais la chaîne n'a pas encore été frappée. On fait très, très, très attention à Radio-Québec. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, de toujours montrer la vidéo de la personne qui tient ces propos-là ou des articles de journaux. Donc, on est très bien documenté et c'est difficile de nous fermer alors qu'on est aussi documenté que ça. Sauf que, c'est ça, ils nous font sauter des vidéos occasionnellement, dont un la semaine dernière, là, qui expliquait un peu les causes de l'origine de toutes ces mesures sanitaires-là. Et donc, suite à ça, bien, le mouvement, je peux dire que tu es un instigateur, et puis merci pour cela, du mouvement tu fais en sorte que la population puisse être mieux informée ou ait un autre point de vue que le point de vue qu'on entend régulièrement dans les médias traditionnels. Et la population fera son idée. Et si elle a accès à 2 écoles de pensée, si je peux m'exprimer ainsi, bien, les gens décideront quelle école de pensée qu'ils veulent suivre. Moi, j'ai toujours dit en politique qu'il faut avoir des débats d'idées. De ces débats-là, j'ai la lumière et puis les meilleures solutions pour les politiques publiques. Et là, c'est dommage que ce point de vue-là opposé, on l'entend très peu, sinon pas, dans les médias traditionnels. Et là, bien, comment ça a débuté le fait de faire des marches, des manifestations, de sensibiliser la population? Parce que ça a été quand même un grand succès, la première marche que vous avez faite à Québec et les autres à Montréal et Ottawa. Comment cette idée-là d'aller dans la rue, finalement, à manifester, a débuté? Bien, c'est qu'on sentait évidemment comme une pression qui montait, alors que les incohérences de la version gouvernementale de la santé publique au Québec commençaient
à sortir un peu partout. Là, on se demandait où est-ce qu'il s'en allait avec cette pandémie, alors que on était content, premièrement, qu'il y ait eu un déconfinement. On pensait que c'était passé. La courbe des décès était rendue à 0. On est à 0. Là, il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de décès. C'est comme une flat line, comme on dit en anglais. Et là, alors que tout est terminé, là, on nous impose les mesures les plus liberticides. Le masque, etc. Et là, sans jamais nous donner de critères pour la fin du masque ou la fin de ces mesures-là. Hein? Et on nous dit que les représentants politiques au Québec nous ont dit que ça allait être, il fallait s'y habituer, que ça allait être là pour très, très longtemps, que c'était une nouvelle norme sociale. Hein? Il y a Theresa Tam qui a dit au Canada que ça allait être, on allait gérer la pandémie pendant des années, alors qu'on était sorti de la pandémie et qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus. Et donc, là, il y a eu un écœurement de la population. Quand le Québec a dit qu'elle allait imposer les masques à l'intérieur, là, partout, ça a comme sauté. Les gens n'en revenaient pas de cette mesure et se sont dit qu'il fallait faire autre chose que juste rester sur Internet et parler entre nous et qu'il fallait prendre la rue. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, je me suis réuni avec quatre collègues, Daniel Pilon, Steve Lartiste-Charland et Frédéric Pitre d'Appel à la liberté. Puis là, on s'est dit, ben écoutez, on va être, je veux dire, un des canaux de cette grogne populaire face aux mesures illégitimes, parce que ce sont des mesures illégitimes du gouvernement, parce qu'elles ne reposent pas sur un danger réel. Et je pense qu'effectivement, la population s'est aperçue de l'illogisme des propos de nos leaders politiques. On nous disait au début de la crise qu'il fallait un confinement pour apaiser la courbe, faire en sorte qu'on puisse gérer la pandémie dans les urgences. Maintenant, on a changé de discours. On dit maintenant on veut éliminer le virus. Au début de la pandémie, on disait que le virus était très, très dangereux et il fallait rester à l'intérieur. Après ça, on nous a dit qu'il faudrait peut-être avoir une immunité sociale et donc sortir pour effectivement peut-être avoir le virus et à faire en sorte qu'on développe certaines immunités. On nous a dit que le port des masques ne réglait pas la situation, n'était pas efficace. Et là, on nous dit le contraire. C'est que j'imagine que tout ce propos-là incohérent de nos leaders politiques fait en sorte que la population, maintenant, met un peu plus en doute les propos des leaders politiques. Et ça, c'est simple parce que plus on avance, plus on brime nos libertés. Et moi, j'étais bien content d'être avec toi à Ottawa samedi dernier, de voir les gens qui étaient là. Et c'est des gens ordinaires, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais des gens comme toi et moi qui veulent défendre leur liberté, veulent vivre dans un pays plus libre, plus responsable et veulent être traités comme des adultes par les gouvernements. Lorsqu'on impose des masques à nos enfants, on dit vous devez porter le masque dans le corridor avant d'aller à votre classe et de vous asseoir. Lorsque vous êtes assis à votre pupitre, vous êtes correct sans masque. Est-ce que le virus va arrêter de progresser à la porte de la classe, mais dans le corridor, il y a plein de virus et ils doivent porter leur masque? Il y a plein d'illogismes là-dedans. Et je pense que grâce à ton travail, la population le réalise. Ton travail d'information. Et c'est ça, moi, je suis assez optimiste pour l'avenir parce que les politiciens, normalement, font de la politiciens traditionnels, font de la politique en regardant les sondages et plus les gens sont informés, plus les gens ont un autre point de vue, plus les gens participent aux activités que vous faites, les marches ou les manifestations, bien plus ça risque d'influencer la population en général et la majorité silencieuse, j'espère qu'elle va devenir une majorité non silencieuse et qu'en bout de ligne, les gouvernements qui gèrent par sondage vont finalement peut-être prendre le pouls de la population et écouter les gens au lieu d'imposer des mesures qui briment nos libertés. Et là-dessus, tu as fait un super bon travail. Et quel est l'avenir, là, en ce qui... moi, j'ai bien regardé quelques de tes vidéos à Radio-Québec sur la chaîne YouTube et j'invite nos auditeurs à aller voir ta chaîne. Il y a de l'information pertinente qui circule et c'est bien. Et l'avenir, comment tu vois ça, l'avenir par rapport à la gestion gouvernementale? Est-ce que tu crois qu'on va finalement comprendre le gros bon sens et relaxer les règles et nous laisser vivre normalement? Est-ce que tu crois que la population va embarquer de plus en plus? Comment tu vois ça, cet avenir?
Bien, moi, j'ai l'impression, là, ce que je sens, c'est que le gouvernement Legault va vouloir imposer un reconfinement éventuellement. Le problème, c'est qu'il clash avec la population qui commence à en avoir assez déjà des masques. Alors, il y a deux volontés politiques qui sont sur un trajet de collision. La population qui déjà suffoque avec les masques et qui veut passer à autre chose, qui voit bien que le virus n'est pas dangereux et qui fait plus de morts, etc., et qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus dans l'histoire. Les gens commencent à être de plus en plus réveillés. Et il y a le gouvernement Legault qui, lui, est de plus en plus déconnecté de la population et qui va vouloir, selon ce que j'entends, là, imposer un reconfinement. Ils nous ont parlé de deuxième vague sans avoir aucune preuve de deuxième vague. Ce qui est paradoxal, c'est que normalement, la totalité des virus respiratoires, là, comme le rhume, la grippe, le COVID, il y en a eu d'autres des coronavirus. Hein, il y en a plein des coronavirus. C'est-à-dire que ça vient en cloche. Il y a une première cloche et l'été, ça devient, c'est bénin, c'est un virus bénin. Et là, les gens se le passent, le virus. C'est là qu'on développe, c'est durant l'été qu'on développe l'immunité collective. Or, c'est précisément durant l'été qui nous empêche de développer l'immunité collective. Et donc, c'est comme si on dirait qu'il nous préparait à une deuxième vague. Il nous empêchait de nous immuniser collectivement pendant que le virus est faible afin de nous garder bien frais pour l'automne. Et ils ont annoncé une deuxième vague sans avoir aucune preuve, en admettant essentiellement que les mesures qu'ils ont mises en place l'été n'allaient pas fonctionner. Pourquoi on nous annonce une deuxième vague à 95% sûr dans 6 semaines, comme ils disent, alors qu'on a pris toutes les mesures l'été? Ça n'a aucun bon sens. C'est comme s'ils admettaient que les mesures ne fonctionnaient pas. Et on a entendu des bribes là, de reconfinement possible. Il y a eu 3-4 cas testés davantage, là. Il y a 3-4 cas positifs de plus. Et là, on dit, ça va mal, confinement. Il n'y a pas eu de mort de plus. Il n'y a pas plus de personnes malades. Il y a juste plus de cas positifs en laboratoire. Et là, on annonce des mesures, potentiellement des mesures draconiennes. On laisse planer un reconfinement. Alors, il va y avoir un clash de deux volontés politiques à l'automne. C'est comme ça que je vois ça. Donc, faut pas laisser tomber les bras, là. Autrement dit, il faut continuer le combat parce qu'on n'a pas gagné, là. On n'a pas gagné la bataille de préserver nos droits, préserver nos libertés et contre ce gouvernement-là, tant à Ottawa qu'à Québec, gouvernement envahissant qui essaie de nous dicter notre comportement à chaque jour. Donc, tu penses qu'il faut rester toujours vigilant. Et est-ce qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues, Alexis? Il y en a une à Montréal le 12, donc dans une dizaine de jours. Le 12 à Montréal, je vais laisser les informations sur ma page Facebook. Je vais en parler dans mes web journaux sur la chaîne Radio-Québec sur YouTube. Après ça, il y a, je pense, un autre événement qui s'organise au début octobre. Il y en a aussi potentiellement le 19. En tout cas, on en discute. On est en train de discuter de la suite des choses. Mais le 12, c'est certain qu'il y en a un à Montréal où je prendrai la parole. Je vais laisser les informations sur mon Facebook et sur mon YouTube. Parfait. Et puis aussi, j'imagine que la manifestation de samedi dernier à Ottawa, elle était aussi une manifestation qui était avec dans d'autres pays. On a vu en Allemagne, on a vu en France, on a vu dans différents autres pays européens où il y a eu des manifestations. Est-ce que la tienne aussi était coordonnée avec ces manifestations-là? C'est ça. On est un peu tous sortis en même temps le 29, là. Nous, il y a eu de la pluie à Ottawa, mais si vous avez regardé les images, je veux dire, à Berlin, en France, etc., c'était des centaines de milliers de personnes qui sortent dans la rue. C'est-à-dire que les peuples partout commencent à prendre conscience que le narratif du COVID est en train de s'effondrer, que ça n'a plus de cohérence, que ça ne repose plus sur les faits. Et les gens disent, tu sais, la plupart des gens sont d'accord pour... dans la mesure où c'est une maladie très, 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 très grave, de céder un peu de leur liberté pour de la protection. Mais là, c'est plus ça. C'est-à-dire que les gens comprennent que c'est une fraude monumentale et qu'on leur enlève leurs droits pour une fraude. Alors, et oui, et les gens qui se tiennent debout et puis qui protestent, ces gens-là, ils sont traités d'égoïstes parce que, on défend nos libertés. Mais effectivement, le problème, c'est que les gens, on a créé une peur un peu partout au Canada et ailleurs. Et là, maintenant, il y a des gens qui ont peur. Mais ces gens-là, c'était libre à eux de porter un masque ou non. Je pense que ton mouvement et ce que tu prônes, c'est que laisser les gens décider s'ils veulent porter un masque ou pas et non pas l'imposer. Ceux qui ont vraiment peur et qui pensent que le masque leur est utile, j'imagine que tu es d'accord avec le fait qu'ils peuvent en porter un s'ils le veulent. C'est ça, c'est la responsabilité individuelle. Je l'ai dit partout. Si les gens, et là, il y a des gens qui portent des fois des masques
contre la grippe dans le métro en 2017-2018. Auparavant, on a déjà vu ça, des masques, là. Et donc, libre à chacun de gérer sa propre santé. C'est ça, l'essentiel du message. C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants. Alors, si les gens se sentent menacés, bien qu'ils portent un masque, qu'ils prennent le vaccin, qu'ils prennent des médicaments qu'ils jugent adéquats, mais qu'on arrête de se faire traiter comme des enfants. Oui, tu as absolument raison. Et c'est pour ça que dans cette bataille-là, nous, au Parti populaire, on va toujours continuer à défendre la liberté, la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. C'est les 4 principes fondateurs du parti. Et dans ça, là, on s'aperçoit que nos libertés sont brimées. Et on va continuer à faire le combat avec toi. Et je te félicite parce que quand même, ça prend du courage. Lorsqu'on sort de la pensée unique, on est souvent catégorisé. Ça m'est arrivé à la dernière campagne électorale, lorsque nous avons prôné moins d'immigration, une immigration plus responsable. Je me suis fait traiter de raciste. Et il y a toujours un risque à prendre les devants, puis à se tenir debout pour les idées qu'on veut défendre. Puis tu le fais avec passion et avec courage. Je tiens à t'en féliciter. Et là-dessus, bien, les gens, on souhaite bien que la population soit encore plus vigilante vis-à-vis leurs politiciens et soit fiers de défendre leurs droits et leurs libertés. Alexis, je ne sais pas, avant de terminer, si tu veux rajouter quelque chose? Bien, en fait, c'est un combat aussi, c'est-à-dire il y a un combat pour les libertés, mais aussi on pourrait dire, engagé dans une guerre de l'information, c'est-à-dire que il faut tout repose, comme j'ai dit samedi à Ottawa, sur la légitimité du gouvernement. Et donc, il faut informer nos compatriotes de la réalité du virus, de la réalité du fait que le virus n'est pas aussi dangereux qu'ils le prétendent. C'est comme ça qu'on va être capable de récupérer nos droits et libertés en informant les personnes autour de nous. C'est-à-dire que tant que les personnes ont vraiment peur du virus et qu'on leur fait croire que c'est un virus très dangereux, ils vont être prêts à céder leur liberté. Mais s'ils comprennent en fait que le virus que c'est une grippe comme tous les chiffres montrent, c'est une grippe, eh bien là, ils vont comprendre qu'on est en train de les voler, de les spolier. Et donc, il y a une guerre de l'information qui doit être menée et c'est notre combat, nous, à Radio-Québec. Et puis, on s'en aperçoit là, maintenant, plus que le temps passe et les vrais chiffres sortent, comme celui de l'Agence de santé publique américaine qu'on parlait au début, là, 6%, seulement 6% des décès sont liés directement au virus COVID-19, donc, et non pas 100% des décès. C'est la façon dont ils comptent leurs statistiques. Donc, effectivement, là, les gens commencent à s'apercevoir que ce virus-là n'est pas aussi virulent qu'on essaie de nous dire. Moi, ce que j'ai trouvé un peu, lorsque j'ai entendu le docteur responsable de la santé publique au Québec, docteur Arruda, qui nous a dit que ce virus est dangereux. Il est invisible et il est très dangereux. Mais, Alexis, tous les virus sont invisibles. On essaie de faire peur à la population, comme tu viens de le dire. Il faut contrer cette peur-là par l'information. Puis, je te félicite d'informer la population parce que c'est un travail important. Puis, il y a des risques à ce que tu fais, mais tu les assumes très bien. Puis, là-dessus, j'aimerais qu'on reste en contact. S'il y a d'autres choses que tu puisses nous parler dans les prochaines semaines, ça serait très intéressant pour nos auditeurs. Bien sûr, ça me ferait plaisir, M. Bernier. Bien, merci, Alexis. Et là-dessus, bonne journée. Bonne fin de journée.